Avez-vous déjà entendu parler du Lesotho, ce petit pays enclavé au sein de l'Afrique du Sud? Nous l'avons découvert à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Eugène Casalis, missionnaire protestant béarnais né le 21 novembre 1812. À l'origine du Lesotho, il y a une montagne sacrée et une rencontre entre le jeune missionnaire français et un chef de clan, le roi Moshesh. Moshoeshoe a fondé cette nation il y a près de 2 siècles. À l'époque, les guerres faisaient rage. Il cherchait une forteresse naturelle, une montagne que les ennemis ne pourraient pas franchir aisément. Dans toute l'histoire des relations entre justement les églises occidentales et les églises d'Afrique, c'est un des rares pays où les Blancs, si on peut parler comme ça, ne sont pas arrivés eux-mêmes, mais ont été sollicités. Casalis et Arbousset sont arrivés avec une attitude très positive et très ouverte. Quand ils ont rencontré Moshoeshoe, ils ont aussitôt ressenti un respect et une connexion mutuelle. Ces missionnaires se sont considérés comme cofondateurs de la nation avec Moshoeshoe. Il y a un rapport de force qui n'apparaît pas dans les écrits de Casalis parce que lui a voulu montrer évidemment son point de vue, qui était celui du missionnaire qui apportait malgré tout une certaine civilisation et bien d'autres choses au Lesotho. Mais je pense que le roi a su quand même aussi exploiter un petit peu, exploiter peut-être un mot qui est un peu fort, tout ce potentiel qu'apportait Casalis, mais il s'est trouvé de ce fait dans une position extrêmement inconfortable parce qu'il était obligé de composer d'un côté avec son peuple qui ne voulait pas du tout renoncer aux traditions, aux croyances, même aux superstitions, disons, à un mode de vie traditionnel, à une identité d'une certaine façon que l'enseignement des missionnaires mettait à mal. Donc il a passé sa vie, et il ne s'est jamais converti jusqu'au bout, à essayer de composer avec l'un et l'autre. Casalis et Moshoeshoe ont noué une relation unique, à mi-chemin entre le partenariat et l'amitié. Quand Moshoeshoe avait besoin de conseils pour gérer l'arrivée sur son territoire des colons blancs du Cap, c'est Casalis qui se chargeait de rédiger les lettres et qui l'a aidé à instaurer une relation diplomatique avec les Britanniques. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait venir Casalis, non pas parce que Dieu avait voulu mettre la main comme Casalis a bien voulu le croire ou au moins le dire dans ses écrits, mais parce qu'il se rendait compte qu'il y avait des bouleversements dans le monde et qu'il allait malgré tout ne pas pouvoir résister à cette espèce d'avancée de la civilisation blanche. Donc il a voulu s'assurer d'avoir des missionnaires blancs auprès de lui pour l'aider à mieux comprendre cette civilisation. Moshoeshoe subissait les attaques de beaucoup d'ennemis. C'est cette lutte permanente qui a permis aux Basotho de se forger une identité commune. Du temps de Moshoeshoe, il n'existait pas de mot pour désigner l'ensemble de ses partisans. On appartenait au clan du lion, du crocodile et à tant d'autres. Moshoeshoe s'est emparé du terme Basotho, une appellation péjorative utilisée pour qualifier les habitants de cette région, et l'a transformé en un terme positif. Puis il a déclaré que ses fidèles se nommeraient désormais Basotho. En 1910, le Lesotho était devenu une sorte d'enclave.
Divers gouvernements nationalistes d'Afrique du Sud ont toujours essayé d'intégrer le Lesotho au sein de leur propre formation politique. Jusqu'à aujourd'hui, le pays a résisté. Le Lesotho a même échappé au régime ségrégationniste d'Afrique du Sud, aboli en 1993. C'est en travaillant sur les grands leaders noirs du siècle dernier que des universitaires ont redécouvert nos deux protagonistes. Ce fut l'occasion d'un colloque sur l'impact de la mission et de la colonisation en Afrique australe. Après l'apartheid, il s'agissait de reconstruire l'histoire d'un point de vue noir et non plus blanc, comme ça s'est fait précédemment. Et on essayait aussi de créer une espèce de panthéon des grands hommes noirs qui avaient été méconnus jusque-là. Et parmi ces grands hommes noirs qu'il proposait, il y avait un roi Moshesh dont je n'avais jamais entendu parler, je dois dire. Donc je me suis intéressée à ce roi Moshesh pour quand même parler en connaissance de cause. Et à ce moment-là, j'ai appris qu'il avait eu comme compagnon, ami, conseiller et missionnaire un Béarnais. Il y a une reconnaissance qui est à la fois du côté blanc comme du côté noir pour dire que Jeanne Casalis, même parmi les missionnaires, est un personnage un petit peu exceptionnel, dans le sens où il avait certainement une ouverture d'esprit, une spontanéité de sentiment, une façon de se connecter aux autres, peut-être d'avoir, avant de savoir ce que c'était, ce fameux sens de l'Ubuntu en Afrique du Sud, qui est ce sens de communiquer avec les autres. Et il avait donc une stature un petit peu au-delà de ce qu'ont été les autres missionnaires. Et de l'autre côté, le roi était aussi quand même quelqu'un de tout à fait remarquable. Je crois que tous les historiens à l'heure actuelle reconnaissent que Moshesh a été une des grandes figures parmi les leaders noirs du 19e siècle. La comparaison entre Moshoeshoe et Mandela a plusieurs dimensions. Vous connaissez sans doute l'histoire qui relate comment Moshoeshoe a retourné une situation de profonde amertume pour servir la réconciliation. Son grand-père avait été dévoré par des cannibales. Quand son peuple livra les responsables, exigeant une vengeance immédiate, Moshoeshoe a refusé. Il a répondu « Ces hommes sont désormais le tombeau de mon grand-père ». Dans la culture locale, il est interdit de profaner les tombes. On est tenu de les honorer. Alors Moshoeshoe a dit « Ces cannibales seront honorés, car ils sont le tombeau de mon grand-père. On leur donnera du bétail et des terres, et ils deviendront comme nous. » D'après moi, Mandela aussi possède cette intuition, cette capacité à transformer une situation de conflit, dans laquelle les gens crient vengeance, en une situation de réconciliation et de guérison. Au Lesotho, certains vont même jusqu'à dire que Mandela est un disciple de Moshoeshoe. J'ignore en revanche ce qu'en penserait l'intéressé. Nous sommes sur le plateau de Taba Bosiu, la montagne de Moshoeshoe, le grand défenseur de la nation Basotho. On raconte qu'ils sont arrivés de nuit. C'est pourquoi la montagne s'appelle Taba Bosiu. Bosiu signifiant nuit. C'était en hiver 1824. 1824. Les pierres qui nous entourent sont des tombes. Celle du vieux chef Moshoeshoe le Grand se trouve juste là. Les autres sont celles des chefs de tribu qui suivaient Moshoeshoe. Après leur mort, ils étaient inhumés ici, même s'ils habitaient ou mouraient à des kilomètres, car ce lieu est un cimetière royal sacré. Morija est le siège de l'église protestante du Lesotho. Et comme la plupart des anciennes stations missionnaires, la ville possède une imprimerie,
une librairie, un hôpital, 2 écoles, qui servaient d'ailleurs à former les enseignants, hommes et femmes. On y trouve également un séminaire, un centre de conférences, un musée, des archives et diverses institutions religieuses. Cette église a été fondée par les 3 missionnaires issus de la Société des missions évangéliques de Paris. Alors nous sommes partis avec toute la famille, mon mari et moi, pour une mission d'enseignement. On a été envoyés au séminaire de théologie de Morija, qui fonctionnait suffisamment bien pour que ce soit intéressant d'essayer d'œuvrer, de travailler à son développement et à la formation des personnes sur place, et en même temps encore en demande d'aide et de possibilités de formateurs venant d'autres pays. L'arrivée des missionnaires au Lesotho a été une grande bénédiction. Ils nous ont appris à lire et à écrire pour que nous soyons capables de louer le Seigneur. C'était une bonne chose, car cela nous a permis d'abandonner nos coutumes quelque peu sauvages. De plus, ils nous ont aidés à aller à l'école, où nous avons pu communiquer avec le reste du monde, alors qu'avant c'était impossible. L'Évangile a eu un grand impact sur les habitudes des gens. Le mode de vie, la culture, les traditions ont commencé à changer. Prenez le mariage, avant on pouvait épouser autant de femmes qu'on voulait. Le roi reconnaissait que la polygamie n'avait pas que des avantages. Ça lui apportait des alliances, bien sûr, mais pour la partie plus pratique, qui était que ses femmes s'occupaient de lui, ça ne marchait pas toujours. Parce que certains soirs, donc, il allait voir l'une des femmes pour prendre son repas auprès d'elle, et à ce moment-là, elle lui disait « Ah non, va voir l'autre parce que c'est ta favorite, donc c'est à elle de s'occuper de toi. » Et il disait à Casalis « Il y a des soirs où je ne peux pas manger parce qu'aucune de mes femmes n'accepte de me faire à manger. » Évidemment, les missionnaires poussaient à la monogamie et donc certaines des femmes ont demandé le divorce. Et ce divorce posait des problèmes parce que, d'une part, si elles n'avaient pas d'enfants, il fallait rendre la dot, qui était du bétail, et d'autre part, si le divorce était accepté, elles se retrouvaient sans rien, un petit peu en marge. Alors il avait trouvé un compromis qui était que les femmes qui ne voulaient pas retourner dans leur famille pouvaient rester dans le village en gardant le bétail et avec des champs, parce que ça faisait partie de leur statut. Mais lorsque la saison des moissons est arrivée, lors des 2 premiers divorces, le village a refusé de faire les moissons pour des femmes qui n'étaient plus les femmes du roi. Donc il a fallu que les chrétiens du village se mobilisent, les quelques convertis, pour aller faire les moissons, pour que les femmes puissent continuer à subsister. Donc c'est vrai qu'il y avait tout un système social qui était ébranlé par ces convictions missionnaires. L'éducation a changé la condition féminine. Avant, les femmes travaillaient aux champs ou restaient à la maison pour faire la cuisine et s'occuper de leurs maris et de leurs enfants. J'avais l'impression qu'il y avait plus de femmes dans nos églises que d'hommes, parce que ces derniers, pour la plupart, étaient partis travailler dans les mines. Pour moi, il était primordial que ces femmes soient encadrées par une femme. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous, les femmes, nous pouvons sortir et travailler comme les hommes. J'ai demandé au pasteur de ma paroisse si, en tant que femme, je pouvais suivre des études de théologie. Je suis la 2e femme ordonnée pasteur dans cette église. À Morija, tout appartient à l'Église. C'est une église protestante, ce qui implique qu'il n'y ait aucune décoration, aucune fioriture et, dans une plus grande mesure, une certaine distance avec le monde artistique. Je ne dis pas que l'Église, dans son ensemble, est une mauvaise chose. Je pense que cette ville existe grâce à elle. Pour autant, il est indispensable, à mon sens, d'apporter un nouveau souffle à Morija.
Nous nous trouvons devant Meder House, la plus ancienne bâtisse du Lesotho. François Meder l'a construite quand il est arrivé avec les missionnaires. Ensuite, il a bâti l'église derrière moi. Aujourd'hui, Meder House sert de galerie. Nous y exposons des artistes locaux. L'important avec l'art, c'est qu'il est dénué de jugement. L'art est une langue universelle. Même si beaucoup de livres sont écrits en Sesotho, notamment grâce à la tradition issue de Morija, cette culture demeure avant tout orale. Quand l'imprimerie a été implantée, c'était principalement pour imprimer des supports religieux, comme les recueils de louanges avec lesquels les gens apprenaient à écrire. Le père de Moshesh était un personnage qui était très opposé d'entrée aux missionnaires. Alors Moshesh a essayé de lui expliquer le principe de l'écriture, donc la langue maintenant pouvait être écrite. Et le père lui avait dit d'un ton catégorique, « Tu ne feras jamais croire qu'on peut rendre la parole visible ». Peu à peu, l'Église s'est ouverte aux auteurs locaux. Je ne peux pas dire qu'ils n'écrivent que sur leur culture, car avec la télévision, la radio, les médias, ils font partie intégrante du monde qui les entoure. Cependant, en tant qu'imprimerie chrétienne, nous avons des valeurs et une éthique. Nous ne pouvons pas imprimer de livres traitant de pornographie ou des ouvrages qui s'opposent au christianisme, car cela irait à l'encontre de l'éducation et des valeurs transmises par les missionnaires. La transcription de la langue Sotho par Eugène Casalis a permis en 1863 la création du tout premier journal d'Afrique du Sud. Oui, l'essai lignana la Lesotho existe toujours. Cela signifie la petite lumière du Lesotho. C'est un journal protestant qui, depuis lors, suit les évolutions socio-économiques du pays. À partir de 1920, le Lesotho est devenu une réserve de main-d'œuvre pour l'Afrique du Sud. Le travail des migrants a constitué l'une des forces vives de l'économie. Vers le milieu des années 80, plus de la moitié des richesses nationales du Lesotho provenaient des mines, parce que les mineurs envoyaient leurs salaires au Lesotho. Avec la fin de l'apartheid et la mécanisation des exploitations minières, beaucoup d'ouvriers sont retournés chez eux. Aujourd'hui, la moitié de ces hommes ne travaillent plus. À leur place, nous avons vu la croissance des industries de textiles chinoises qui emploient près de 90% de femmes. Par conséquent, les hommes restent à la maison et se sentent diminués. Et les femmes travaillent à l'usine pour un salaire misérable. Le gouvernement a essayé d'instaurer des politiques pour attirer d'autres types d'investissements. Et les choses bougent peu à peu. Les mines de diamants connaissent une forte croissance. La collecte de l'eau, grâce au programme conséquent de développement du Lesotho autour de l'eau, favorise le développement de la région et apporte de la richesse, si ce n'est aux habitants, au moins au gouvernement, qui peut fournir des prestations sociales. Le sida a profondément traumatisé le pays, car nous ne disposions pas d'antirétroviraux. Quand les gens apprenaient qu'ils étaient séropositifs, ils le prenaient comme une sentence de mort. Et souvent, ils mouraient très vite, simplement parce qu'ils perdaient espoir. Vers 2004-2005, on a commencé à se procurer des médicaments. On raconte qu'au Malawi,
On envoyait 2 étudiants suivre la même formation, car on savait que l'un d'eux allait mourir. Nous n'avons pas fait ce choix au Lesotho. L'Église vient en aide aux étudiants dans tous les aspects de leur vie. Les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient repartir de zéro, même en étant atteints du sida. Et aujourd'hui, l'espérance de vie des malades s'est allongée. Certes, ils sont malades, mais ils gèrent leur maladie. Traditionnellement, au Lesotho, on vit dehors. C'est très différent d'un mode de vie européen où nous sommes habitués à tout faire entre 4 murs. La route n'est pas réservée aux voitures, c'est un lieu d'interaction. Ici, les routes sont souvent étroites et les animaux, les voitures, les engins agricoles, les adultes, les enfants y déambulent sans cesse. Il y a toujours beaucoup d'activités sur les routes qui deviennent un vrai lieu de socialisation. Nous sommes arrivés en 1998. Peu de temps après, il y a eu des difficultés politiques importantes à la suite d'élections et donc tout un mouvement de soulèvement avec un début de guerre civile. Et c'est dans ce contexte-là que ce projet de festival culturel qui était dans l'esprit d'un certain nombre de personnes depuis quelque temps déjà a vraiment mûri parce qu'ils se sont dit, là, il faut faire quelque chose pour l'unité nationale, il faut que les Basotho vivent ensemble comme pays autour de leur fierté, de la fierté de leurs origines et de ce qu'ils partagent, de ce qu'ils ont en commun comme richesse. Il fallait qu'ils puissent l'utiliser, qu'ils prennent appui dessus pour continuer à se construire et pour vendre un peu leur image à l'extérieur et autant que possible développer l'industrie du tourisme dont le Lesotho pourrait largement bénéficier parce que c'est un pays extrêmement intéressant et très, très beau, mais peu connu. D'une part, et d'autre part, pour aussi rétablir les Basotho dans une image d'eux-mêmes qui ne soit pas uniquement celle d'un pays totalement dépendant de l'Afrique du Sud. Le Lesotho connaît depuis les 20 dernières années une vague d'immigration nouvelle. Ainsi, nous redevenons une société explicitement multiethnique, comme nous l'étions du temps de Moshoeshoe. Je pense que les Basotho, ou les Africains en général, sont très accommodants, très sociables. Ils ont le sens de l'accueil et savent comment habituer les étrangers aux coutumes et à la culture du pays. Il est facile de s'y sentir chez soi, d'avoir l'impression d'appartenir à cette communauté. Je suis né et j'ai grandi aux États-Unis, mais j'habite ici depuis 33 ans et je me sens complètement Mosotho. Le Lesotho avance et l'Église, elle aussi, évolue et grandit. Je pense que cette Église peut être indépendante. Il y a tant de signes qui le montrent. Les paroissiens ont construit de nouvelles églises. Par tous les moyens, ils apportent leur soutien et entretiennent celles qui existaient déjà. Cela prouve vraiment qu'ils font de leur mieux. En dépit des circonstances actuelles, difficiles dans nos pays du tiers-monde. Voilà pourquoi je prêche, pour que nous restions proches de l'Église, pour que l'héritage laissé par les missionnaires dans notre pays ne disparaisse pas, mais perdure encore et encore. L'empreinte d'un grand guerrier, d'une tribu cannibale ou de vrais dinosaures. Ce sont quelques-unes des surprises que nous a réservé ce voyage sur les pas de Jeanne Casalis.
Llama